Bonjour à tous qui sont connectés ici au webinaire de l'AIH, donc qui va participer à parler de la sexologie en hématologie. Donc, un premier intervenant, le docteur Florian Chevillon, qui est à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, qui va nous parler de la cryoconservation des ovaires et risque de rechute de la leucémie et du ressenti des patients en post-allogreffe. Et ensuite, il y aura Madame Catherine Adler, qui est une oncopsychologue, qui donnera quelques conseils pour appréhender les questions de nos patients. Voilà, donc je laisse la parole à Florent Chevillon. Ok, merci Julie. Déjà, je tenais à remercier l'AIH de nous avoir proposé cette soirée et de m'avoir invité à parler sur ce topic qui me tient à cœur, et puis bien sûr tout le monde pour l'organisation. Moi, je vais parler un petit peu de différentes choses, mais on va surtout se focaliser sur la fertilité et la fertilité féminine, parce qu'en 30 minutes, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder à la fois les hommes et les femmes. Donc, on va vraiment se concentrer sur la fertilité féminine et les conséquences, notamment après une greffe de cellules souches hématopoïétiques sur la fertilité, les moyens de la préserver. Et on fera un petit focus sur effectivement la cryoconservation ovarienne. Et puis, on parlera aussi un petit peu, dans un second temps, du ressenti des patientes après des greffes de cellules souches hématopoïétiques sur l'impact qu'a eu ce traitement sur leur fertilité et sur leur sexualité, comment elles le vivent. Et c'est assez intéressant. Alors, tout d'abord, quand on a un patient qui nous est adressé en hématologie, un patient ou une patiente, eh bien, il arrive pour un diagnostic d'hémopathie maligne dans une grande partie des cas. Et c'est vrai qu'il va y avoir des enjeux diagnostiques et puis des enjeux thérapeutiques qui vont très vite nous occuper, de choisir le bon traitement, le traitement le plus adapté, de savoir s'il y a des indications éventuellement pour des greffes de cellules souches hématopoïétiques, donc notamment dans le cadre des leucémies aiguës. C'est une question qui se pose assez vite après le début de la prise en charge du patient. Et puis, nous, au cours de notre activité médicale, interne, chef de clinique, médecin, on va surtout gérer les complications initialement de l'hémopathie, puis des traitements. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui va occuper notre quotidien et notre temps. Et parfois, on a tendance à mettre un petit peu de côté toutes les autres complications qui ne sont pas, on va dire, somatiques des traitements, de la maladie, à savoir la fertilité, ce dont on va parler aujourd'hui, la sexualité, éventuellement le désir parental, ça c'est un petit peu plus tard au cours du suivi, et puis bien sûr tout ce qui est impact sur la scolarité, le travail professionnel et les liens sociaux, qu'ils soient familiaux ou amicaux. Et c'est vrai que ça, malheureusement, dans notre temps qui est assez compté, on va souvent se focaliser plus sur des choses thérapeutiques, les complications, et peu sur ces autres sujets qui sont tout aussi importants pourtant pour les patients. Alors, pour débuter avec la fertilité, on va d'abord voir l'impact des traitements utilisés en hématologie et notamment dans le traitement des leucémies aiguës sur la fonction ovarienne. Donc, en gros, on peut classer les traitements en trois grands groupes. Le premier, c'est ceux qui sont considérés comme étant à haut risque d'insuffisance ovarienne et donc qui pourraient entraîner une ménopause précoce. Ces traitements, ce sont principalement la radiothérapie, lorsqu'elle inclut les ovaires dans le champ d'irradiation. Alors, en hématologie, on est peu concerné par la radiothérapie pelvienne, c'est quand même extrêmement rare. En revanche, ce qui va inclure les ovaires dans le champ d'irradiation, c'est bien sûr l'irradiation corporelle totale, ou TBI, qui va être réalisée surtout dans des conditionnements avant des allogreffes ou des greffes de cellules souches hématopoïétiques. Au niveau des traitements médicamenteux utilisés, ceux qui sont considérés comme étant le plus à haut risque d'insuffisance ovarienne, c'est surtout les agents alkylants, et notamment les agents alkylants bifonctionnels, au premier rang duquel il y a le cyclophosphamide ou endoxan qu'on utilise beaucoup, le busulfan également et le melphalan. Et donc ça, ce sont vraiment ceux qui sont à plus fort impact d'insuffisance ovarienne, en tout cas de retentissement sur la fonction ovarienne. C'est également le cas sur la spermatogenèse. En revanche, tout ce qui va être traitement par anthracycline, cytarabine, donc ce qui est utilisé plutôt dans les chimiothérapies d'induction, de consolidation des leucémies aiguës myéloïdes, et puis tous les traitements aussi à base de poison du fuseau ou les antimétabolites tels que le méthotrexate, eux, ils ont finalement assez peu d'impact sur le stock de follicules primordiaux qui va représenter en fait la réserve ovarienne. Ils vont détruire les cellules, les follicules en cycle, mais ils ne vont pas atteindre le stock, le pool de follicules primordiaux.
Alors, l'impact des traitements sur la fonction ovarienne, il est quand même à moduler en fonction de 3 choses. Tout d'abord, l'âge à laquelle les patientes vont recevoir les traitements. Plus on avance en âge, je vous ai mis ce petit schéma ici, plus, moins on a de follicules primordiaux. Ça commence la décroissance avant même la naissance. Et donc, plus il va y avoir des destructions des follicules primordiaux qui restent, et donc plus on avance en âge, et plus il y a un risque d'insuffisance ovarienne après les traitements. Ça va dépendre également aussi, c'est assez intuitif, de la dose cumulée reçue de traitement. Plus on en reçoit des hautes doses d'agents alkylants, plus il y a un risque sur la fonction ovarienne. Et des chiffres qui sont assez intéressants à retenir et qu'on utilise pas mal en pratique courante, c'est les doses qui sont considérées comme stérilisantes, qui induisent dans 100% des cas une insuffisance ovarienne pour les patientes. À 20 ans, il faut recevoir 20 grammes de dose totale d'endoxan. À 30 ans, c'est plutôt aux alentours de 9-10 grammes. Il y a 40 ans, c'est 5 grammes. Donc ça, c'est vraiment important et on voit bien l'importance de la dose cumulée et de l'âge sur l'impact des agents alkylants sur la fonction ovarienne. Et puis quand on va associer ces traitements entre eux, notamment l'irradiation corporelle totale et des agents alkylants, eh bien, ça va décupler la gonadotoxicité. Alors, comment on fait pour évaluer cette fonction ovarienne, justement? Eh bien, il y a différentes méthodes, on va dire, outils à notre disposition, mais qui sont tous plus ou moins critiquables. La première chose, c'est est-ce que la patiente va reprendre des cycles menstruels après la fin des traitements? Alors, c'est toujours une bonne chose quand les patientes reprennent des cycles, parce qu'on se dit que du coup, il leur restait des follicules, un stock de follicules primordiaux qui se sont remis en cycle. Et pourtant, il y a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y a une discordance qui est possible entre la reprise des cycles, même s'ils sont réguliers, et la réserve ovarienne. Et en fait, il peut y avoir une reprise des cycles qui va durer 1 ou 2 ans, et puis après, une insuffisance ovarienne précoce. Donc, ce n'est pas un très bon outil. Il va y avoir pareil de regarder si les patientes qui ont été traitées par tel ou tel traitement ont eu des grossesses, des naissances vivantes. Mais ça, la principale limite, c'est que ça ne prend pas en compte le désir parental. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, dans les examens complémentaires qu'on peut utiliser pour évaluer la fonction ovarienne et le stock de follicules primordiaux, on peut faire des comptes échographiques, mais alors souvent c'est difficile, c'est dans des centres spécialisés, donc on n'y a pas toujours accès, mais ça peut permettre de dénombrer le nombre de follicules en trop qui restent, et donc c'est un reflet de la réserve ovarienne. Et puis il y a des dosages hormonaux. Alors c'est principalement le dosage de l'hormone antimullérienne, l'AMH, qui a été montré comme étant corrélé au compte échographique des follicules en trop et donc au pool de follicules primordiaux, bien qu'il y ait déjà des grossesses et des naissances qui ont été rapportées chez des femmes qui avaient des taux d'AMH complètement effondrés. Donc finalement, ce n'est pas un outil parfait. Et donc dans la plupart des études qui s'intéressent à l'impact des traitements sur la fonction ovarienne, eh bien, il y a ces différents outils qui vont être utilisés. Et on voit bien qu'il n'y a aucun outil qui est malheureusement parfait à l'heure actuelle pour dire à une patiente que son stock de follicules primordiaux, il y en a assez pour faire une grossesse ou pas. Alors, si on s'intéresse particulièrement aux greffes de cellules souches hématopoïétiques et aux conséquences des conditionnements, les chimios et les radiothérapies réalisées avant la greffe sur la fertilité des femmes, en fait, il y a assez peu d'études qui traitent du sujet. Les principales études, elles commencent à remonter, c'est fin des années 90, début des années 2000, et c'est des études de cohorte, donc ça ne permet pas d'évaluer une incidence. Alors là, sur cette diapo, je vous ai fait un petit résumé des principales études, et j'ai surtout marqué que les patientes, le nombre de grossesses qu'il y avait eu. Donc, dans la première étude, celle de Sanders, sur 790 patientes, il y en a au moins 41 qui ont eu une grossesse. Et donc voilà, et sur Saluja, il y avait 74 patientes qui avaient eu des grossesses. Mais si on regarde un petit peu quel type de conditionnement ces patientes qui étaient tombées enceintes avaient eu, et ben en fait, on s'aperçoit qu'elles ont quasiment toutes eu de l'endoxan. Donc c'est certes un agent alkylant, mais seul, dans un contexte de greffe avant une aplasie médulaire. Donc des patientes qui n'avaient pas reçu du tout de chimiothérapie avant, qui ont reçu de l'endoxan seul, à dose plutôt immunosuppressive. Par contre, les patientes qui avaient été irradiées, notamment avec des doses de rayons à plus de 8 Gray, ou qui avaient reçu des conditionnements qu'on appelle myéloablatifs avec des associations d'irradiation corporelle totale et d'endoxan,
ou de busulfan à forte dose ou de busulfan et d'endoxan, et ben en fait, il n'y avait quasiment aucune grossesse chez ces patientes, ou très peu qui étaient rapportées. Donc, ce qu'il faut retenir de ces études, finalement, c'est qu'on a peu de données et que le risque il est majeur d'infertilité après des conditionnements myélo-ablatifs. Alors, dans ce contexte, quand on va proposer une greffe de cellules souches hématopoïétiques à une patiente jeune de moins de 35 ans, c'est la limite qu'on se met souvent, et qu'on va justement aller vers un conditionnement lourd qui va avoir des conséquences sur la fonction ovarienne, eh bien, on a différentes techniques de préservation de la fertilité qu'on pourrait éventuellement proposer. On va voir pourquoi on utilise finalement quasiment toujours la même, en tout cas dans le cadre des leucémies aiguës et avant les greffes de cellules souches hématopoïétiques. Alors, les trois principales techniques de préservation de la fertilité féminine en hématologie, c'est 1, la cryoconservation d'ovocytes matures seuls. 2, c'est la cryoconservation embryonnaire qui est très peu réalisée. Et la troisième, c'est de prélever l'intégralité d'un ovaire ou un morceau d'ovaire pour récupérer tous les follicules primordiaux qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la cryoconservation de cortex ovarien. Alors, j'ai volé ce schéma à Marie-Madeleine Dolmans, qui est biologiste de la reproduction en Belgique, et qui, je trouve, représentait assez bien les deux principales techniques de préservation de la fertilité citées avant, donc la cryoconservation d'ovocytes matures. Donc, quelles sont les étapes pour faire ça? Eh bien, déjà, il faut stimuler l'ovulation. Donc, ça peut se faire que chez des patientes pubères, chez les enfants, ce n'est pas possible. Et il va falloir un délai de environ une dizaine de jours, le temps de faire une stimulation hormonale de l'ovulation. Et puis ensuite, il va falloir faire une ponction endovaginale pour recueillir les ovocytes matures, qui seront ensuite ce qu'on appelle vitrifiés. C'est conditionné pour avant qu'ils soient cryoconservés et qui pourront être plus tard utilisés pour des techniques de FIV, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, pour un cycle de stimulation et de récupération d'ovocytes matures, on en récupère en moyenne 8. Et que pour obtenir 30% de chances d'avoir une grossesse, il en faut une dizaine. Donc, il y a quand même un stock qui va être limité. La deuxième technique, donc on avait dit, c'est la cryoconservation embryonnaire. C'est la même chose en fait. On fait juste, ça implique que la patiente soit au couple au moment du prélèvement, et c'est juste qu'avant de les congeler, eh ben, on va faire des méthodes d'ICSI. On introduit un spermatozoïde au sein même de l'ovocyte, et puis on va congeler à peu près à ce niveau-là l'embryon qui pourrait être réinjecté plus tard quand la patiente sera guérie et qu'elle aura un projet parental. Pour la cryoconservation ovarienne, donc je vous l'ai dit, c'est par célioscopie qu'on retire soit un ovaire, soit un morceau d'ovaire. Alors maintenant, on préfère retirer un ovaire entier. C'est donc quand même une anesthésie générale, mais c'est une opération qui se fait en ambulatoire, qui est assez simple à faire. On va ensuite envoyer l'ovaire au laboratoire de biologie de la reproduction, au SECOS, où ils vont séparer la médullaire, qui est riche en vaisseaux, du cortex ovarien, qui lui comprend les follicules primordiaux. Et la médullaire, elle est souvent jetée. On va voir pourquoi c'est un peu dommage plus tard. Et ensuite, on cryoconserve les fragments de cortex ovarien. Et puis, quand la patiente, pareil, est guérie, qu'elle a un projet de parentalité, que malheureusement, elle a une stérilité induite par les traitements, on peut proposer une autogreffe de ces fragments de cortex ovarien qu'on fait maintenant plus du tout. Avant, on pouvait les faire ce qu'on appelle en hétérotopique, c'est-à-dire sous les bras, donc ça faisait une espèce de boule au moment de l'évolution qu'on ponctionnait, machin, et il fallait faire après des techniques de FIV pour obtenir une grossesse. Ça, c'est quasiment, c'est complètement abandonné de nos jours. Maintenant, on fait des autogreffes au niveau soit de la logette ovarienne qui est restée vide, soit dans une poche, en fait, on crée une poche péritonéale, enfin une espèce de petit collier comme ça avec des fragments de cortex, on les dépose et puis en fait la femme va reprendre au bout d'un moment les cycles et puis elle peut obtenir des grossesses naturelles. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, la nouvelle loi de bioéthique qui a été discutée là, récemment, l'année dernière, vous avez dû en entendre parler, c'est qu'elle va permettre de faire des autogreffes de cortex ovarien, plus seulement dans un cadre de projet de parentalité, mais aussi pour récupérer une fonction endocrine. Ça faisait partie des amendements de cette nouvelle loi de bioéthique. Donc, pourquoi, si on reprend nos patientes qui sont atteintes de leucémie aiguë, à qui on va faire des traitements fortement gonadotoxiques avant une greffe,
on préfère, et on n'a pas trop le choix, de faire une cryoconservation de cortex ovarien, simplement parce que c'est la seule technique qui est réalisable après les chimiothérapies, notamment d'induction et de consolidation. Si de toute façon c'est un enfant, on n'a pas le choix. Ça permet quand même d'obtenir un nombre important d'ovocytes immatures qui vont maturer ensuite principalement in vivo, après l'autogreffe. Et cette technique, c'est plus du tout à l'état expérimental parce que il y a plus de 130 naissances qui ont été maintenant rapportées dans le monde par cette technique, principalement chez des patients qui avaient des hémopathies lymphoïdes ou des hémopathies non malignes ou des cancers du sein. En fait. Et c'est la seule technique qui permet aussi un rétablissement de la fonction endocrine. Alors, pourquoi dans les leucémies aiguës, on a un petit peu peur d'utiliser cette technique, en tout cas de réaliser plutôt l'autogreffe des fragments de cortex ovarien, et pourquoi c'est limité à l'heure actuelle? On se dit que l'ovaire qu'on a retiré de la patiente, il n'a pas reçu l'intégralité du traitement que le reste du corps de la patiente a reçu, c'est-à-dire le conditionnement de greffe, et puis après aussi l'effet GVL, l'effet allogénique du greffon. Et donc, on aurait pu prendre en fait dans cet ovaire éventuellement des cellules tumorales, blastiques qui seraient là et qu'on aurait tranquillement congelées, qui seraient en train de sommeiller en fait dans les fragments de cortex congelés. Donc, il y a des anciennes, très vieilles classifications qui établissaient, alors ça reposait sur des données autopsiques de patients décédés de cancer et qui classaient un petit peu les risques d'infiltration tumorale dans les ovaires. Et en fait, ils classaient les leucémies aiguës à risque élevé, alors que les lymphomes, que ce soit non-Hodgkinien ou Hodgkin, c'était classé à faible risque. Donc, c'est vraiment de ces études qu'il y a vraiment ce stress-là et que ça a été vraiment limité jusqu'à présent. Donc, la peur, c'est de réintroduire la maladie chez des patientes qui sont considérées quand même comme guéries alors qu'elles ont un projet parental ou de rétablissement de la fonction endocrine. Alors, si on prend la plus grande série qui a été publiée l'année dernière par les équipes françaises, allemandes, suisses et du Benelux d'autogreffe de cortex ovarien, il y avait 285 femmes qui ont été greffées dans ces pays, qui ont reçu l'autogreffe. Et il y avait seulement 2 patientes atteintes de leucémie aiguë parmi ces 285 patientes, alors qu'en fait, ça représente une grande partie des cryoconservations ovariennes. Donc, on voit bien qu'en pratique, malheureusement, les patientes atteintes de leucémie aiguë, guéries de leucémie aiguë après une greffe, elles n'en bénéficient pas vraiment de cette technique, pour le moment en tout cas. Donc, pour essayer d'un petit peu affiner et d'évaluer mieux le risque d'infiltration leucémique ovarien, il y a différentes études qui ont été menées par les équipes européennes et américaines principalement. Et ces études, finalement, il y en a assez peu. C'était des patients très hétérogènes. Il y avait des LMC, des LAM, des LAL. Il y avait différentes techniques pour évaluer l'infiltration leucémique aussi. Et puis, surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans ces séries, il y avait quand même pas une majorité, mais il y avait 36 patients qui avaient eu la conservation ovarienne au moment du diagnostic. On leur diagnostiquait la leucémie et puis direct, on leur prenait un ovaire. Donc elles avaient reçu quasiment aucun traitement. Donc pour le coup, un fort risque d'infiltration leucémique ovarienne, ce qui ne correspond pas vraiment à nos pratiques actuelles. Donc, ce qu'il faut retenir pareil de cette diapo, c'est que dans ces études, les techniques d'histologie et d'immunohistochimie, ce n'est pas des techniques sensibles pour détecter des blastes dans les fragments ovariens. C'était quasiment jamais détecté. Il y a des équipes qui ont utilisé des xénogreffes, donc qui prenaient un bout de cortex et puis le greffaient à des souris immunodéficientes. Et ça a montré la preuve de concept que ça pouvait effectivement engendrer une leucémie, alors chez des souris skin, mais c'était que lorsque c'était des fragments ovariens qui avaient été prélevés au diagnostic. Quand c'était des fragments ovariens qui avaient été prélevés chez des patientes en rémission, et quand on les greffait à la souris, on ne voyait jamais en tout cas sur les 18 cas qui ont été rapportés, on ne voyait pas de développement de la leucémie. Et puis, il y a d'autres techniques dont on va un petit peu parler, enfin beaucoup parler même, c'est les techniques de maladies résiduelles, minimal residual disease en anglais, MRD, dont on se sert beaucoup en hématologie et notamment dans le traitement des leucémies aiguës. Donc, il y a des équipes qui ont utilisé ces techniques de MRD. Et en gros, sur les 28 patientes qui ont eu un test sur un fragment de cortex ovarien, il y avait 60% quand même qui étaient
positives. Alors, principalement chez les patientes, pareil, qui avaient été prélevées au diagnostic, ce qui peut sembler assez logique. Donc là, on se dit, oulala, quand même, il y a 60%, donc quasiment plus d'une patiente sur deux, qui a une infiltration leucémique dans les ovaires, donc hyper dangereux, et donc ça peut vraiment limiter l'autogreffe. Donc, on va faire un petit point sur la maladie résiduelle, parce que je ne sais pas trop si tout le monde est vraiment, connaît bien ces différentes techniques assez rapidement et sur l'impact qu'on a dans le cas des leucémies aiguës. Déjà, il y a plusieurs techniques pour évaluer la maladie résiduelle. Les techniques utilisées à l'heure actuelle, c'est soit des techniques de cytométrie de flux, CMF, ou des techniques de biologie moléculaire qui sont ici. Les techniques de cytométrie de flux, ça permet en fait de regarder pour chaque patient une espèce d'association de clusters de différenciation, donc des protéines en gros qui sont sur les blastes, et de définir ce qu'on appelle des LAIP, c'est ce qu'on va suivre, c'est des Leukemia Associated Immunophenotype. Et donc, ces techniques de cytométrie de flux, elles ont surtout le gros avantage d'être assez faciles à réaliser et d'avoir des résultats en 48 heures, on peut les avoir, et surtout de s'appliquer à la quasi-totalité des leucémies aiguës, pour peu qu'on ait un prélèvement au diagnostic pour définir justement les LAIP spécifiques du patient. Ça manque cependant un petit peu de standardisation, et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, dans les LAL, en tout cas, on ne va pas vraiment utiliser ces techniques pour prendre des décisions thérapeutiques. Dans les LAM, non plus, mais ça pourrait venir un petit peu plus vite. Les techniques de biologie moléculaire, alors celle qui est vraiment très fiable dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, B ou T, et qui peut s'appliquer à plus de 90% des patients, c'est la détection des réarrangements des gènes des immunoglobulines pour les LALB ou du récepteur T antigène pour les LALT. C'est très standardisé, ces techniques. Il y a vraiment des recommandations européennes qui sont très drastiques. Ça prend un petit peu de temps, ça coûte cher, et puis il faut designer quand même une amorce en PCR spécifique de chaque patient. Donc c'est ça qui prend du temps initialement, mais ça, c'est vraiment quelque chose de bien validé, on va le voir après. Et, voilà. Et puis, il y a aussi pour certaines leucémies aiguës qui vont avoir des translocations chromosomiques dont vont résulter des transcrits de fusion. Hein, le plus utilisé, c'est BCR-Abelson, ou des anomalies chromosomiques outre, ou des mutations, par exemple les mutations de NPM1. Eh bien, on peut utiliser ces anomalies oncogénétiques pour faire un suivi en maladie résiduelle. Et c'est bien validé hein, pour tout ce qui est transcrit de fusion surtout, et pour les mutations de NPM1, mais ça ne va pas s'appliquer à toutes les leucémies aiguës. Alors, dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, la maladie résiduelle, c'est devenu vraiment le facteur pronostic majeur qui a écrasé tous les anciens facteurs pronostiques. Et c'est surtout la maladie résiduelle précoce post-induction ou post-première consolidation qui va vraiment avoir un impact pronostic. Et ça a été démontré chez les enfants dès la fin des années 90, dans cette étude de l'ERTC, où on voyait, en gros, en fonction du taux de maladie résiduelle post-induction, quand il était indétectable, eh bien, il y avait très peu de rechutes, hein, plus de 90% des patients qui n'avaient pas de rechute et qui survivaient. Et par contre, quand après l'induction, c'était très élevé, donc à plus de 10-2, c'est-à-dire on détectait finalement une cellule sur blastique sur 100, donc 1%, quoi. Là, par contre, il y avait un fort risque de rechute. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça a été bien démontré aussi chez l'adulte par plusieurs groupes coopérateurs. Alors, j'ai mis les Français, avec la publication de 2014 qui reprenait les patients du Graal 2003 et 2005. Et donc, pareil, quand la MRD post-induction, donc là, le seuil qui a été trouvé, c'était 10 puissance moins 4, c'est-à-dire la détection d'une cellule blastique sur 10 000 cellules au total. Et bien, quand c'était à plus de 10 moins 4, après l'induction, il y avait un risque, une incidence cumulée de rechute qui était de l'ordre de 60%, et qui était donc bien supérieure à celle des patients qui avaient une MRD inférieure à 10-4. Ça a été en plus validé et ça a permis maintenant aussi de fixer les seuils dans les LAL de MRD pour les indications de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Parce que cette étude de 2015, qui étudiait toujours les patients du Graal 2003 et 2005, ça a montré qu'en fait, les patients, cette grise-là, c'est les patients qui avaient une MRD 1 qui était supérieure à 10-3 et qui étaient greffés. Et en fait, ils avaient une probabilité de survie sans rechute, sans événement, et qui rejoignaient finalement les patients qui avaient des MRD inférieurs à 10-3 au post-induction.
Donc voilà, ça montre vraiment que la greffe, elle a encore sa place dans le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques et que c'est vraiment l'AMRD qui est vraiment l'indication quasiment seule à l'heure actuelle de greffe de cellules souches hématopoïétiques dans les LAL. Donc cet outil, on s'en sert vraiment tous les jours et il est vraiment super important. Pareil, il y a quelques études, ça je vais passer rapidement, mais qui sont intéressées à des MRD, donc des taux de maladies résiduelles un petit peu plus tardifs chez les patients qui avaient déjà une indication de greffe. Et donc, logiquement, quand ils ont toujours une maladie résiduelle qui est détectable avant la greffe, ils ont un risque de rechute post-greffe qui est plus important. Ça paraît assez logique. Donc, il y a vraiment un impact majeur. Donc, nous, on va revenir maintenant à nos fragments ovariens. Et donc, en connaissant toutes ces données et l'importance de la maladie résiduelle dans l'impact sur la rechute, notamment dans les LAL, on se dit que c'est le bon outil pour effectivement évaluer l'infiltration leucémique ovarienne. Donc, on a conduit une étude avec l'équipe de Saint-Louis notamment, de l'AJA, sur l'évaluation dans les fragments ovariens de patientes qui avaient été prélevées alors qu'elles étaient en rémission de leur leucémie aiguë. On a évalué la MRD dans ces fragments de cortex, mais pas que. On a également évalué dans un fragment de médulaire ovarienne, ce qui est habituellement jeté parce qu'il n'y a pas de follicules primordiaux dedans. Et puis surtout, on voulait comparer avec la MRD dans la moelle osseuse au même moment, parce que dans les études que je vous ai citées tout à l'heure, en fait, on n'avait jamais de notion de maladie résiduelle au même moment dans la moelle osseuse. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait voir. Donc, les critères d'inclusion, c'était d'avoir une leucémie aiguë lymphoblastique, d'être en rémission, d'avoir une cryoconservation ovarienne, d'avoir un marqueur moléculaire de suivi qui est validé, pas juste des mutations un petit peu qui normalement ne suit pas en MRD dans la moelle, et bien sûr d'être d'accord. Alors, l'étude, on l'a publiée sur 30 patientes, principalement des LALB. Les principaux marqueurs étudiés, c'était les réarrangements des gènes des immunoglobulines et du TCR, également BCR-Abelson. Et on a fait chez 3 patientes à la fois BCR-Abelson et IGTCR pour comparer un petit peu. Alors, quels sont les résultats? On a trouvé des MRD détectables dans au moins un fragment ovarien, que ce soit médulaire, cortex ou les deux, chez 9 patientes, soit à peu près 30% de notre échantillon. Les résultats entre le cortex et la médulaire, ils étaient plutôt concordants dans 83% des cas, mais il y avait quand même 4 patientes qui avaient une MRD qui était positive dans la médulaire alors qu'elle était indétectable dans le cortex avec la même sensibilité. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'on s'est dit, mince, en fait, on n'étudie jamais la médulaire, on la jette, alors qu'en fait, l'infiltration, elle peut se faire peut-être que dans la médulaire, peut-être qu'elle est hétérogène aussi au sein de l'ovaire. Ça nous a soulevé pas mal de questions. Et maintenant, en tout cas, on préconise de garder des fragments de médulaire. Quand on comparait entre la maladie résiduelle dans le cortex et dans le prélèvement de moelle osseuse qui avait été réalisé au plus près de la cryoconservation ovarienne, les résultats étaient aussi concordants dans une majorité des cas, 70% à peu près, mais de manière assez surprenante, on a trouvé chez 4 patientes des MRD qui étaient détectables dans l'ovaire, alors qu'au même moment, même seuil de sensibilité, même marqueur, c'était indétectable dans la moelle osseuse. Et ça, c'était vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Inversement, on a trouvé chez 5 patientes des patientes qui avaient une MRD dans la moelle osseuse détectable et indétectable dans l'ovaire au même moment. Ça peut paraître un peu plus logique. Donc, on a continué de faire en pratique clinique, en dehors de cette étude, ces recherches. Maintenant, on essaye de le faire de manière un peu systématique et prospective, de toujours évaluer quand il y a un marqueur la MRD dans les fragments ovariens. On prend un morceau de cortex, on prend 1 à 2 morceaux de médulaire. Et donc, on l'a fait chez 2 autres patientes qui avaient des LAL et chez 4 patientes qui avaient des LAM. Et donc, on n'a pas trouvé, je me suis trompé, c'est 9, là, j'ai mis... on n'a pas retrouvé chez ces 6 autres patientes de MRD positive. Donc, quel est l'impact de cette étude sur notre pratique clinique? Déjà, l'importance du timing de la cryoconservation ovarienne. Il ne faut pas la faire au début du traitement, il faut la faire plutôt quand la patiente est en réponse complète et au plus proche en fait de la greffe. Il faut évaluer, il faut essayer en tout cas de l'évaluer, la MRD dans le cortex et éventuellement dans la médulaire, donc encore faut-il qu'elle ne soit pas jetée sur des marqueurs moléculaires validés ou en cytométrie de flux, si certaines équipes ou certains patients étaient suivis plutôt en cytométrie de flux.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces résultats? Parce qu'on les a, les patientes les demandent et c'est difficile de savoir quoi en faire en pratique courante. Donc, quand la MRD elle est indétectable, on pourrait se dire, bah, OK, on va dire quand la patiente aura envie de récupérer une fonction endocrine à distance des traitements ou qu'elle aura un projet de parentalité, et eh bien, on lui regreffe ces fragments. Alors, OK, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment sûr? Ben, en fait, on ne le sait pas tellement parce que si on avait des seuils de détection bien plus fins, peut-être que si on pouvait détecter une cellule leucémique jusqu'à, je ne sais pas, 1 million ou plus, peut-être qu'on en détecterait. Et dans ce cas-là, ben, on ne les réimplanterait pas. Donc tout ça, ça peut être une histoire aussi de seuil de détection. Et puis, il y a eu cette différence entre la médulaire et le cortex. Et puis surtout, on n'a pas pu, à l'heure actuelle, étudier chez une même patiente plein de fragments, tous les fragments de cortex, parce que ça veut dire qu'on lui bousille du coup ces fragments conservés. Mais ça pourrait être intéressant parce que ça se trouve, on va trouver, je sais pas, 3 fragments de cortex avec une MRD détectable et puis 10 avec une MRD indétectable. Et donc ça, on n'a pas du tout cette donnée. Donc en pratique, on a envie de leur autoriser l'autogreffe à ces patientes, mais en les informant quand même qu'il y a peut-être un risque de réintroduction de la maladie et qu'on ne le sait pas en fait totalement. Quand la MRD elle est détectable, là, ça paraît plus logique de se dire, bon, on ne prend pas le risque d'induire une rechute chez des patientes qui sont considérées comme guéries. Mais pareil, est-ce que finalement, c'est si risqué? Parce que quand on détecte une cellule malade sur 100 000 dans un fragment ovarien, est-ce que cette petite cellule ou ces quelques cellules, est-ce qu'elles sont viables déjà? On ne le sait pas. Et puis, est-ce qu'elles sont capables de réinduire la leucémie? Bah, pareil, on ne le sait pas. Alors oui, on le sait chez la souris éventuellement, mais une souris immunodéficiente, ce n'est pas vraiment la même chose qu'une patiente, qu'une femme allogreffée, quoi. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est un suivi et surtout un accompagnement pluridisciplinaire à la fois, bien sûr, par l'équipe d'hématologie pour l'interprétation de la MRD, avec l'aide du laboratoire aussi pour le choix de la technique, et puis surtout mettre dans la boucle les biologistes de la reproduction. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire de manière conjointe, qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut mettre en relation à la fois l'équipe d'hémato, l'équipe du laboratoire de biologie de la reproduction, l'équipe du laboratoire d'hématologie pour avoir toutes ces informations. Et donc, parfois, c'est un peu un parcours du combattant pour certaines patients. Alors, on va passer un petit peu à deux dernières diapos pour terminer. Je n'ai pas trop parlé. La première, c'est, OK, là, on a parlé fertilité, c'est super, mais en fait, est-ce que les patientes ont vraiment des projets de fertilité? Alors oui, pour beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un impact quand même de tous ces traitements qu'elles ont subis, du diagnostic de la leucémie aiguë, sur leur désir parental? Donc, pour ça, il y a en fait très, très peu de données qui évaluent ça dans la littérature à l'heure actuelle, chez les patients d'hématologie en tout cas. Et il y a une étude qui a été menée par Nathalie Forgeard et Mathieu Gestin quand ils sont passés comme internes à l'AJA, où c'était un envoi en fait, de questionnaires à des patientes qui ont été allogreffées, qui les renvoyaient. Il y avait pas mal de retours et ça interrogeait sur leur fertilité, sur leur désir parental, sur leur sexualité. Et puis, ils ont analysé un petit peu tous ces questionnaires. Et donc, à la question, on leur demandait si la greffe et les traitements avaient impacté leur souhait de devenir mère. Il y avait environ la moitié des patients qui ont répondu oui. Et pourtant, il y en avait quand même parmi cette moitié, 30% qui disaient après s'être quand même, malgré tout, engagés dans un projet parental. Mais quand même 50% des patientes qui disaient qu'il y avait eu un véritable impact négatif sur leur désir de maternité et de grossesse. Il y avait ensuite un champ libre où elles pouvaient expliquer un petit peu leurs ressentis, leurs causes, et ce qu'elles mettaient en avant principalement, ça, elles avaient très peur, en tout cas elles exprimaient une peur de la rechute de la maladie au cours de la grossesse. Et puis, il y avait quand même quelques patientes aussi qui avaient peur de transmettre leur maladie, leur leucémie à leur enfant, alors que c'est vrai que c'est des choses quand même, souvent on explique lors du diagnostic, mais peut-être qu'on ne le dit pas assez, que malheureusement, c'est rarement héréditaire et que c'est un petit peu le hasard et qu'il n'y a pas de risque pour les frères et sœurs, les enfants, en tout cas pas plus de risque que dans la population générale dans une majorité des cas. Mais certaines patientes avaient vraiment cette peur-là. Et puis les impacts sur la sexualité. Alors, pareil, il y a peu de données dans la littérature. Pourquoi? Parce que c'est souvent considéré au moment des traitements, du diagnostic, même dans le suivi, comme un problème secondaire.
Et puis, il y a des difficultés à aborder le sujet. Je pense que le docteur Adler, après, va nous expliquer tout ça et comment essayer de l'aborder avec nos patientes. Mais il y a souvent, voilà, c'est pas forcément évident au cours des traitements d'aborder ce sujet avec nos patients. Il y a aussi un manque d'informations assez cruel, je trouve, que ce soit des soignants ou des patients sur ces thématiques-là. Et puis, c'est souvent les conséquences sur la sexualité de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est souvent intriqué à des problèmes somatiques et psychiques complexes. Et donc, ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses. En tout cas, dans les différentes études qui s'intéressaient à savoir si les patients avaient abordé ce sujet-là avec leur hématologue avant ou après la greffe. Il y en a 2 études qui parlent de ça. Et donc, dans une étude, c'est à peu près 50% des patients qui disent ne l'avoir jamais abordé. Et dans l'autre étude, c'est quasiment 80, c'était 78% des patients qui disaient ne jamais avoir abordé ce sujet au cours du suivi avec leur hématologue. Donc, on peut mieux faire, quoi. Et puis, donc dans les études qui se sont intéressées, pareil, c'est des études d'envoi de questionnaires chez des patientes qui ont été greffées, où il y avait différentes questions sur la sexualité. Ce qui ressort, c'est qu'il y a à peu près 3/4 des patientes qui disent qu'il y a eu un impact négatif sur leur sexualité de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et que ça persiste en fait un peu dans le temps, parce que même quand on prend des patientes à 3 ans, 5 ans de la greffe, c'est à peu près les mêmes pourcentages. Chez les hommes, c'est un petit peu moins, c'est plutôt 50% qui disent qu'il y a eu un impact négatif sur leur sexualité, et ça a tendance à s'améliorer dans le temps pour les hommes, c'est la différence qui est un peu marrante entre les deux. Et quand on regarde un petit peu les causes, donc chez les femmes principalement, qui sont exprimées, souvent c'est les dyspareunies, c'est-à-dire tous les symptômes cliniques de l'hypoœstrogénie. Donc on revient sur la fertilité, l'insuffisance ovarienne précoce. Donc c'est vrai que c'est hyper important qu'il y ait un suivi gynécologique en post-greffe, qu'il y ait des crèmes topiques qui soient mis pour essayer d'éviter ces symptômes de sécheresse vaginale qui peuvent être extrêmement délabrants pour les patientes. Il y a certaines patientes qui disaient que c'était plutôt des séquelles physiques autres, pas forcément au niveau gynéco, notamment la prise de poids qui était souvent rapportée comme étant liée au traitement que les patientes avaient reçu et qui avait un impact négatif sur leur perception de soi et sur leur sexualité. Et il y avait aussi la peur des infections. Je pense à des patientes qui ont été tellement immunodéprimées, qui on a rabâché sans cesse qu'il fallait bien prendre les prophylaxies, qu'il ne fallait pas trop manger ceci, pas trop manger cela, que ça se traduit aussi au niveau sexuel où elles ont peur d'attraper des infections via les rapports sexuels. Et puis, il y a 2 choses qui reviennent quand même. C'est que dans les études, c'est que souvent, l'impact il est plus important chez les femmes qui ont été plus âgées au moment de la greffe que chez les petites filles ou les adolescentes. Et puis, chez les patientes qui ont de la GVH chronique, pas forcément que de la GVH chronique au niveau génital, mais de la GVH chronique de manière... des traitements de GVH chronique, peu importe la localisation, il y a souvent un impact plus important. Et donc, effectivement, je voulais vraiment insister aussi sur la GVH génitale et vaginale qui, souvent, on ne voit pas parce qu'en fait, on n'examine pas, on ne prend pas le temps d'examiner, on n'est pas à l'aise pour le faire chez nos patientes en post-allogreffe et elles en parlent franchement assez peu finalement. Et donc aussi l'intérêt du suivi gynéco parce qu'il va y avoir un examen fait de manière systématique et d'avoir une bonne liaison avec les gynécologues qui nous disent bah là, il y a un truc, quoi, il y a des lésions, je ne comprends pas ce que c'est, et ça peut être éventuellement de la GVH. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour moi. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou, voilà, ou si on passe directement à la présentation d'après. Je pense que j'ai trop parlé. Non, c'était très bien. On est un peu en retard, mais, mais c'était très très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas, PE, je ne crois pas qu'on a de questions. En tout cas, j'en vois pas sur la conversation. Bon, je pense pas. Il y a quelqu'un qui a parlé? Ouais, non, je dis on t'écoute pas, PE. Ah, pardon. Oui, je rappelle juste aux participants que vous pouvez poser des questions dans l'onglet discussion. Donc n'hésitez pas. Moi, j'avais quand même une question parce que tu parlais tout à l'heure, on se posait la question avec Julie, que la médula n'était pas gardée lors des prélèvements.
Mais c'est juste par commodité pour que tu aies un prélèvement plus petit, ou il y avait une raison pour laquelle on le Non, en gardait fait, pas là-bas? non, la seule raison, c'est que alors déjà conserver des fragments, plus tu conserves de fragments, plus ça prend de la place dans les incubateurs, c'est des raisons très logiques, mais surtout, il n'y a pas d'intérêt pour la patiente, parce que la médulaire, c'est principalement constitué de vaisseaux, il n'y a pas du tout de follicules ou très peu de follicules primordiaux dedans, donc en fait, c'est vrai que les laboratoires, bah, ils dissèquent le reste et puis ils prennent tout le cortex, et la médulaire, ils se D'accord. disent, il n'y a aucun intérêt de le garder. Ils envoyaient souvent quand même la médulaire en anatomopathologie. Ok. Donc, c'était envoyé en anapath, puis jeté et pas conservé. Maintenant, c'est vrai que c'est bien, en tout cas dans le circuit Lariboisière Saint-Louis, c'est bien passé. Maintenant, ils nous gardent toujours, des fois, maintenant, ils se lâchent, hein, ils nous gardent 3-4 fragments de médulaire. Mais D'accord. voilà, ça nous permet de tester un petit peu les techniques de MRD dessus. Hmm. D'accord. Et merci. Et du coup, quand tu refais la greffe, tu le greffes sur un vaisseau s'il y a plus, il y a plus Non, cette. même pas. Non, en fait, ils sont assez libres, donc ils vont se mettre à adhérer à la paroi du péritoine. En fait, tu fais vraiment un espèce de collier, hein, c'est assez marrant. Il y a une D'accord. vidéo, je pense, dans les cours de Catherine Poirot, elle met toujours cette vidéo d'autogreffe. Ça te fait Ok. comme un petit collier avec tous les trucs tous les fragments de cortex, et puis tu vas les mettre dans une petite poche du péritoine que tu refermes. Et en fait, ils vont adhérer, ils vont créer leur petit micro-environnement, ils se remettent à fonctionner avec des délais qui peuvent être de plusieurs mois. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Ok. Et une autre question, je me demandais en termes, enfin, je sais pas s'il y a des choses légales ou si c'est des habitudes de chaque service. Jusqu'à quel âge tu fais la conservation des fragments de cortex? Ouais, il y a des recommandations en tout cas de l'INCa, mais c'est toujours discuté. C'est rarement fait à plus de 35 ans quand même. Ok. C'est un peu l'âge auquel on met parce que en fait, bah, finalement, après 35 ans chez des patients qui ont eu quand même des traitements avant, Mm. donc on a dit, ok, c'était des traitements qui ont peu d'impact sur la réserve ovarienne, mais elles avaient déjà une réserve ovarienne très basse, donc forcément, elles arrivent avant la greffe, ces patientes de 35 à 40 ans ou un peu plus vieilles, bah, avec très très peu de follicules. Donc c'est vrai que leur imposer ça pour jamais pouvoir s'en Mm. servir, voilà. Puis, ouais, puis sur le côté, c'est pas suffisant le côté récupération de production d'hormones pour Bah, justifier de faire. ça pourrait maintenant mais c'était interdit en fait hein, D'accord. jusqu'à pas longtemps et ça a été là discuté dans la loi de bioéthique et l'amendement a été accepté. Mais avant, la seule raison d'autogreffer, c'était un projet de parentalité, Mm. voilà, avec bien montré les patients étaient stériles. Donc jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Ok. Et ce qui est un peu con parce qu'il y a des patientes, des fois, qui en parlent et qui disent bah, moi, j'ai pas de projet d'enfant, par contre. Bah, j'aimerais bien réavoir mes règles parce que pour moi, c'est super important. Ça me permet de passer à autre chose. Et puis, il y a tout ce qui est le facteur de risque cardiovasculaire, ostéoporose, tout ça aussi, hein, lié à la ménopause précoce. Chez les patientes qui ont été greffées dans l'enfance, c'est vrai que ça a quand même un intérêt au-delà du psychologique Mm. médical qui est important. Ouais. Mm. Oui, complètement. Très intéressant. On va peut-être passer à la suite et puis si on a le temps, on posera d'autres questions. Mais Bah, merci, Florian, c'était hyper intéressant. ouais, De c'était rien, vraiment merci à vous. très très bien. Merci beaucoup. Et on passe à Madame Adler, du coup, qui est onco-psychologue alors je crois que c'était l'Institut Raphaël Maison de l'après-cancer. Alors là, j'y suis plus parce que je suis Ah, partie ailleurs, ok. mais j'y étais, mais je suis aussi présidente de l'association Étincelle Rebondir avec un cancer. Je suis oncopsychologue et oncosexologue. Mhm. Et voilà. Et ben, vous vous présentez très bien vous-même. Donc, je fais de Et puis, l'oncologie depuis une vingtaine d'années à peu près. Et oui, pardon, excusez-moi, Julie, vous vouliez me dire quelque non, chose? non, j'allais vous dire que vous pouviez D'accord. débuter. Bon, je vais juste un petit peu introduire comme ça, mais après, je compte sur Pierre-Édouard pour me poser des questions. Donc, alors à la base, effectivement, je suis oncopsychologue. J'ai reçu principalement des femmes, mais aussi pas mal d'hommes. Mais alors après, c'était plus en oncosexo. Enfin bon, je commence par le début. Et en fait, au début, quand je recevais des femmes qui avaient des cancers du sein, parfois des cancers du sang, mais surtout des cancers du sein, donc avec des mastectomies, avec des problèmes de séchement vaginaux, enfin bref, des problèmes sexuels.
je me disais, j'en parlais, mais d'une manière pas très professionnelle parce que je n'étais pas formée pour. Mais je me suis aperçue que dès que je posais la question, j'ouvrais une brèche. Elles étaient tellement contentes de pouvoir s'infiltrer dans cette brèche parce qu'elles avaient besoin d'en parler. Donc, j'ai été me former, j'ai fait un diplôme universitaire en sexologie. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, comme l'a dit Florian Chevillon tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de personnes qui en parlent de la sexualité. Alors, on en parle un petit peu plus, faut être honnête, mais c'est encore très frileux, très timide. Ça reste tabou, même en 2022, alors que la sexualité, c'est quelque chose quand même qui concerne tout le monde. Alors, les médecins n'en parlent pas parce que ce n'est pas leur job. Et puis, effectivement, comme a dit Florian tout à l'heure, ce n'est pas la priorité. L'oncologue ou l'hématologue est là pour sauver des vies. Or, la sexualité, c'est super important, mais ce n'est pas vital. C'est-à-dire, ce qui est vital, c'est pouvoir manger, dormir, boire et respirer. Voilà, ça, c'est des besoins vitaux. Faire l'amour, c'est super, mais si on ne le fait pas, on ne meurt pas, quoi. Donc, c'est vrai que les oncologues, ce n'est pas leur truc. Voilà. Les patientes et les patients n'en parlaient pas parce qu'ils se disaient, voilà, on est en train de me soigner pour un truc quand même assez sérieux et tout. Et moi, si je pose cette question, je vais passer pourquoi. Donc, ils n'en parlaient pas. Puis, effectivement, ce n'était pas forcément une priorité, en tout cas dans l'immédiat, à l'annonce du diagnostic. Et après, ça peut devenir effectivement une priorité. Et puis, les conjoints et les conjointes n'en parlaient pas parce qu'ils se disaient, oh là là, ma femme ou mon mari ou mon conjoint ou ma compagne, enfin peu importe, est en train de se faire soigner pour un truc super sérieux et moi, je vais passer pour un gros obsédé ou une grosse obsédée si je dis, attendez, excusez-moi, est-ce que sexuellement, ça va changer un truc? Donc, finalement, personne n'en parlait. Et on s'est aperçu, enfin c'est très clair, qu'il y avait beaucoup de frustration et que chacun restait avec ses questions, ses problèmes, sans pouvoir échanger, sans discuter, etc. Donc, ce qui est, à mon avis, est très important, et là je parle aux médecins, c'est non pas d'aller se former en sexo, ils ont autre chose à faire, j'imagine, mais au moins de dire, attention, il peut y avoir des conséquences sur la sexualité. Donc déjà, voilà, prenez vos précautions. Il y a peut-être des choses à faire. Allez voir gynéco, sexologue, enfin, etc. Vous voyez, mais quand même de prévenir en amont, voilà, et de diriger éventuellement vers urologue, gynécologue, sexologue, ça dépend de la problématique. Mais au moins avertir. Ça, Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'informations lors du diagnostic. Alors, peut-être pas la première fois, mais au moins à la 2e ou 3e consultation, pouvoir dire, attention, les traitements peuvent impacter la sexualité, ça peut être délétère, donc il y a des choses à faire éventuellement, etc., etc. Au moins prévenir, et ça veut dire déjà en parler. Voilà. Est-ce que, Pierre-Édouard, tu vas me poser plein de questions? Oui, j'ai déjà commencé. Un cours magistral voilà. Sur la sexualité. Ah, mais il n'y a pas de souci. On est aussi là pour discuter. C'est aussi l'intérêt. Enfin, n'hésitez pas si Julie, Caroline, même Florian, si vous voulez discuter ou parler un peu aussi de votre expérience. En fait, moi, j'ai une tête qui fait confiance. Parce que j'ai beaucoup de patients. Même quand j'étais étudiant, j'ai le droit à pourquoi j'ai des crampes pendant que je fais l'amour. Quand j'étais étudiant de 4e année de médecine, les patients, on leur annonce une leucémie, le chef s'en va et la patiente, qui je pensais était effondrée par ça, me dit, est-ce que je vais pouvoir refaire l'amour un jour? Et de me retrouver extrêmement perdu en tant que premier semestre d'hémato. Donc voilà, on est Alors, la question, c'est pourquoi elle pensait qu'elle ne pouvait plus faire l'amour parce qu'elle avait une leucémie? C'est quoi la relation qu'elle faisait entre la maladie et la sexualité? Parce que moi il y a un truc qui est assez intéressant, psychologiquement, j'entends, je suis oncopsychologue, je ne suis pas du tout médecin. Oui. Donc, Florian, c'était super intéressant, mais j'étais archi paumée. Je veux dire, perdu de chez perdu. J'ai compris 10% du truc, mais c'est normal. Il y a des patients qui ne s'autorisent plus. C'est-à-dire, ils rentrent dans un truc, dans une espèce de bulle de la maladie sérieuse, que ce soit de l'hémato ou de la cancérose. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où on leur dit, voilà, vous avez un cancer ou une leucémie ou je ne sais quoi, c'est comme si tous les plaisirs n'étaient plus pour eux. Et la sexualité en est un, évidemment. Donc, ils se l'interdisent. C'est genre, c'est pas le moment. J'ai d'autres priorités, ça, on peut l'entendre. Non, c'est pas du tout dans l'ambiance du... Enfin, voilà, c'est quelque chose on verra après, quand je serai guérie, enfin, etc.
donc moi, je leur dis, mais c'est quoi le rapport? Mm. Ouais, c'est une bonne remarque, hein, parce que je pense que la patiente on venait juste d'annoncer qu'il y avait un risque d'hémorragie et elle a vraiment peur en fait de l'hémorragie au cours du rapport sexuel. C'est surtout ça qui lui a fait peur. Et donc moi ce que je lui ai répondu c'est que à l'instant T oui il y a un risque hémorragique mais une fois qu'on aura passé le stade initial il y a plus ce risque vital on va dire. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça avait marqué la patiente ce risque-là. Et c'est vrai que des fois, faut peut-être qu'on réfléchisse à nos discours et aussi façon de présenter les choses parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de patients qui se l'interdisent. Mais vous savez, en plus, Pierre-Edouard, il y a énormément de préjugés d'idées toutes faites là-dessus. Ça veut dire, moi, j'ai souvent entendu, est-ce que c'est contagieux? Il y a des gens qui ont ça dans leur tête, quoi. Est-ce que si je fais l'amour, je vais contaminer mon partenaire ou mon partenaire qui est malade va me contaminer? Or, non, c'est pas contagieux. Il y a un cancer qui est contagieux, c'est l'HPV. Ouais. Voilà, c'est tout. Parce que c'est un virus. Oui, voilà. Non, le cancer n'est pas contagieux. En hémato non plus, j'imagine. Non, c'est pas contagieux. Alors, en fait, en plus, nous, on a maintenant des problématiques, mais alors, c'est moins pour les gens en âge de procréer, mais en fait, on me dit certains médicaments qui peuvent passer dans le sperme et donner des enfants qui ont des malformations. Et donc, on a aussi toute une part de discours. Là, par exemple, je travaille dans un service où on traite une maladie du sang qui s'appelle le myélome. Et on utilise des thérapies qui avant étaient utilisées pour les nausées des femmes enceintes. D'accord. Et en fait, ça a donné un scandale qui s'appelle le thalidomide, où des bébés sont nés sans bras et sans jambes. Wow. Donc, ce médicament a été arrêté pendant très longtemps, mais on s'est rendu compte que ça marchait dans le cancer. Donc, on se retrouve parfois avec des discours, c'est vrai, extrêmement limitants sur ce genre de rapport avec les patients. Et c'est vrai que ça peut être assez restrictif. Je sais pas oui, et puis il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Ça, je trouve que c'est encore bien encadré pour le thalidomide et les imides, parce que quand tu le prescris, tu es obligé d'en parler aux patients. Ouais. Et je pense que le principal souci, c'est pour tout le reste où on n'est pas obligé d'en parler. Vis-à-vis des médecins, je pense qu'on a une malinformation envers les patients qui crée tous ces problèmes. Le thalidomide est un bon exemple. Il y a une question dans le chat, et moi, justement, en parlant de soucis de premier semestre d'hémato, c'est exactement cette question sur laquelle j'ai botté en touche face à un patient qui sortait pour une induction de leucémie aiguë. Alors, ce sera plus une question pour Florian, médicale, mais et en fait, il m'avait posé cette question-là, ce patient, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à prendre une contraception mécanique vis-à-vis des produits qu'il avait reçus et jusqu'à quand pour une éventuelle toxicité en fait dans ces fluides autres que dans ces fluides en fait. Ça c'est et donc ça m'est arrivé moi en premier semestre avec un patient qui m'a posé cette question et en fait je trouve, j'ai pas beaucoup de recul, mais c'est la question qui m'a été le plus posée par les patients. Est-ce que le traitement que je prends passe dans tous mes fluides et est-ce que je dois prendre une contraception mécanique voilà. Ouais, ça dépend. Après, ça dépend du traitement, quoi. Effectivement, pour les inductions de LAM, en général, les patients, ils sortent, ils sont un peu à distance de la chimiothérapie. Donc, c'est vrai qu'ils ont ils ont éliminé déjà la racitine, les anthracyclines, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aborde parce que c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Après, les patients qui ont plutôt des traitements au long cours, genre les entretiens de LAL, tout ça, c'est vrai qu'on leur recommande. Alors, en fait, on leur recommande, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément le dire à chaque patient, quoi. Donc ça, c'est un peu toujours le problème d'aborder ça, parce que je pense qu'en fait, on n'y pense pas. Hein. C'est même pas un mal, c'est qu'on voilà, dans les trucs. Donc c'est vrai que les protections mécaniques, les préservatifs, ouais, c'est plutôt recommandé quand même. Je dirais, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais si les patients me posent la question, je leur dis oui durant la prise des traitements. Quand il y a des traitements au long cours, des antimétaboliques, tout ça, je leur dis de le faire. Après, ça ne repose pas sur grand-chose, ce que je dis. C'est vraiment... voilà. C'est marrant parce que c'est qu'on sait que les spermatozoïdes sont produits vont être conservés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et par exemple, dans le thalidomide, quand tu lis la feuille, ils disent jusqu'à 7 jours après l'arrêt du médicament. Ouais. Je trouve que c'est hyper précoce. Alors, par exemple, on a les données sur la vasectomie. On sait qu'après vasectomie, tu peux avoir encore des spermatozoïdes pendant des semaines. Ils conservent plusieurs mois après que tu peux encore avoir des spermatozoïdes d'avant vasectomie.
Donc, je trouve ça un peu étonnant. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de données. Personne ne s'est Non, je amusé à pense aller qu'il y a peu de données. Après, des données, il faudrait regarder, mais je ne sais pas trop comment on peut avoir ça. Mais bon, après, c'est parce que j'ai eu pas mal de patients qui ont des LL, qui ont le purinétol, le métaux Mm. pendant 2 ans. La vincristine, bon, ça pose moins de soucis tous les mois Ouais. la première année. Et il y a quand même assez, j'ai envie de dire, assez régulièrement à l'agent, en tout cas, un patient de temps en temps qui est arrivé en disant Ah, ma copine, elle est enceinte. Bon, ça arrivait quand même assez Ouais. fréquemment. À ma connaissance, il n'y a pas eu, en tout cas chez ces patients, il y a eu des naissances chez leurs partenaires, il n'y a pas eu de malformation, de choses comme ça. Mm. Bon, après, je pense qu'il doit y avoir des données, il faudrait regarder exactement, mais Ouais. sur le risque, Mm. Je sais j'avoue que... ouais. Il y a des données sur le. Il s'était présenté à la session de l'AIH sur le Glivec. On Mm. sait qu'il n'y a pas de risque pour les enfants de partenaires qui prendraient du Glivec, mais le reste, j'ai pas trop vu de données. Bref, on s'égare, c'est intéressant. C'est un des Ouais, je pense, une des premières maladies où ça se pose le plus parce que c'est Mm. Ouais. Bien ouais, sûr. tout à fait. ça m'étonne. Et c'était prouvé qu'avec le Glivec, pas avec les autres. Ouais, c'est pas avec les autres. Bah, ouais. Faudra attendre un peu plus. Après, il faudrait Euh, reprendre toutes les... Je ne sais pas s'il y a des études, hein, je ne me suis pas penché sur la question, mais il doit y avoir quand même maintenant, je pense, des données de grossesse sous ITK2. Enfin, c'est quand même, il y a pas mal de patients jeunes qu'on met sous Sprycel notamment, ou Nilo. Enfin, il faudrait regarder, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être quelques données. Et s'il n'y en a pas, c'est un sujet intéressant ouais, de travail à faire. tout à fait. Ça marche. Merci, Florian. Du coup, pour revenir à Catherine, parce qu'on va aussi discuter sexologie, là, on est reparti dans notre petit débat entre médecins, désolé. Euh, ouais, je pense qu'il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, dans la définition de l'OMS, de la bonne santé, je ne sais pas si vous l'aviez encore. Oui, je l'ai Euh, sous les yeux. Attendez, que du coup, mon portable, c'est. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on se rend compte que la sexualité fait partie de la Alors, définition. je vous lise la Ouais. définition. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Voilà. Donc ça amène beaucoup de choses. Et alors Bon, c'est vrai qu'en tant que, oui. ouais, en tant que médecin, c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément le temps d'aborder tout ça. Et moi j'avais une première question là-dessus, c'est où est-ce qu'on peut trouver des ressources pour être accompagné, pour aider, trouver par exemple des sexologues auxquels adresser les patients? Est-ce qu'il y a des réseaux, des Alors, il y a l'annuaire des sexologues, oui, mais enfin, vous savez, c'est comme tout. Il faut trouver aussi des sexologues qui connaissent un petit peu l'oncologie. Mm. Voilà, vous savez, c'est comme être par exemple, psychologue ou sexologue, c'est comment dire, c'est comme les médecins généralistes, vous voyez, c'est-à-dire ils sont plus ou moins capables de régler les problèmes. Plus ou moins. Maintenant, quand on a un problème un peu plus pointu, pour un poumon, on va voir un pneumologue, pour un cœur, on va voir un cardiologue, pour un cancer, on va voir un oncopsychologue. Vous voyez, on a aussi nos spécialités. Et pareil pour la sexualité. Il y a des collègues, par exemple, qui sont spécialisés dans les addictions, dans l'alcoolisme, dans des choses comme ça. Sexualité et alcool, sexualité et addiction en règle générale. Voilà, donc je pense qu'il faut trouver quand même des oncosexologues parce que c'est pas toujours les mêmes problématiques, vous voyez. Je veux dire, un monsieur qui a des difficultés érectiles dues à ces traitements, c'est pas la même chose qu'un monsieur qui a des difficultés érectiles parce que je sais pas, il a un autre type de problème. Parce que nous, on sait que c'est dû au traitement, c'est dû à la maladie. Donc, on va pouvoir, comment dire, l'aider à partir de ces données-là, vous voyez. Alors, Okay. comment on peut vous aider? Bah, écoutez, l'idéal, mais ça, on n'en est pas là, c'est qu'il y ait des oncosexologues dans les services. Ouais. Ça... on aimerait bien. On n'en est pas là. Déjà, les oncopsychologues, on a réussi à peu près. Mais alors, les oncosexologues, on est encore un peu loin. Mais bon. Ça marche. Oui, non, mais ça serait l'idéal. Hein. Mais je connais pas de service. Je sais pas, enfin, en tout cas, en hémato,
Ou il y En aurait un hémato, sexe. il n'y en a pas beaucoup. Non, ça, je suis d'accord. Il y en Et a du même coup, très peu. dans ce cadre-là, une question parce qu'on n'est pas forcément sur Paris ou dans des grosses villes. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas forcément d'oncopsychologues, sexologues dans nos villes. Euh, Comment on peut faire pour avoir des avis? Est-ce qu'il y a, vous parliez d'un annuaire, mais qui est plus ciblé? Est-ce qu'on vous téléphone? Est-ce qu'on vous envoie des Oui, mais ça, mails je peux pour vous avoir des donner, tout conseils? à fait, je peux vous donner après, je sais pas comment on fait, mais je vous donnerai mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Non, mais de toute façon, effectivement, il faut prendre en compte, et vous avez tout à fait raison, que dans les grandes villes, c'est une chose, mais vous allez dans les campagnes ou dans les villes moyennes, il y a un désert déjà médical pour commencer. Alors, les soins de support, parce que l'oncosexualité, ça fait partie des soins de support, l'oncopsychologie aussi, je vous en parle même pas. C'est terrible. Et on essaye de lutter contre ça. Mais malheureusement, alors il y a l'AFSOS, qui est l'Association française des soins oncologiques de support, Ouais. qui effectivement prend en compte toutes ces données-là et essaie de faire pas mal de choses. Mais c'est encore loin, c'est très centralisé en France, hein, tous ces trucs-là. Ouais. C'est très centralisé. Je ne sais pas si via les associations de patients, peut-être. Bien Je sûr. ne sais pas si je pense que ça peut être un Les bon levier, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis présidente d'une association de patients, donc c'est Étincelle. Nous on reçoit, alors au-delà on a une vingtaine de soins de support qu'on offre. Et évidemment, il y a l'oncosexologie, psychologie, puisque c'est moi qui m'en occupe. Et vous faites des interventions, par exemple, dans différents hôpitaux, sur Paris, par exemple. Est-ce que vous faites des interventions dans les services où les patients sont conviés? Là, je dois aller à l'hôpital Tenon dans la semaine prochaine, justement pour parler de cancer. Alors là, c'est un petit peu particulier, c'est cancer du sein métastatique, et sexualité. Donc, je dois faire un atelier avec les oncopsychologues, c'est une espèce de formation, vous voyez, pour essayer de voir un peu avec elles comment elles peuvent aborder le sujet avec leurs patientes. Bon, alors, j'ai quand même des conseils à donner un peu plus généraux. Après, si vous voulez, on poserait des questions. Mais de toute façon, ce qui est très important, je pense, dans la sexualité, quand il y en a un des deux qui est malade, c'est d'abord de communiquer, si c'est possible, entre eux, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les couples... Alors, en hémato, c'est peut-être différent parce que malheureusement, les personnes sont assez jeunes et que les couples jeunes communiquent peut-être plus facilement. Mais c'est vrai que ce qui est terrible, c'est de voir que les couples ne parlent pas de sexualité entre eux. Donc, chacun reste vous voyez, avec ses propres frustrations. Donc, moi, c'est un conseil à donner, c'est ça. Et un deuxième, c'est de ne pas penser à la place de l'autre. Parce que, alors je vous dis pourquoi je vous dis ça, c'est que souvent, quand j'interroge le ou la patiente, c'est oh ben moi, je ne m'aime plus parce que, comme vous disiez, j'ai grossi, ou au contraire, j'ai trop maigri, ou je ne retrouve plus mon corps. Donc, je ne m'aime plus. Comment peut-il encore m'aimer? Et l'autre, c'est elle s'éloigne un peu, elle est fatiguée, et moi j'ai envie, mais je vais passer pourquoi alors que la pauvre, elle est en train de se faire, ou le pauvre, est en train de se faire traiter pour un truc compliqué, etc. etc. Et donc, c'est penser à la place. Il ne faut pas, parce que finalement, peut-être que chacun a envie, mais personne n'ose y aller. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi, je dis, arrêtez de penser à la place de l'autre, communiquez, parlez entre vous. Et aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Voilà, la sexualité, c'est plein de choses. C'est la sensualité, c'est les caresses, c'est le sexe oral, c'est l'érotisme, c'est garder le contact tactile, c'est la masturbation. Moi, c'est des choses, quand il y a des pertes de libido, c'est des choses que je conseille. Voilà, donc, alors la pénétration, ok, c'est très bien, c'est super, mais ce n'est pas que ça. Et quand il y a une maladie comme en hémato ou en cancéro, etc., qui arrive, il faut adapter. Il n'y a pas de traitement miracle. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il faut voir avec des urologues, des gynécos, etc. Il n'y a pas de traitement miracle, mais en revanche, on peut adapter sa sexualité au moment T, à ce qui se passe. La sexualité, de toute façon, c'est quelque chose qui est très évolutif. On n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 70, pour les raisons que vous pouvez bien imaginer. Donc, c'est quelque chose qui évolue.
Et quand alors en fonction de l'âge, mais en fonction des événements de vie aussi. Donc, quand il arrive à un événement de vie comme une maladie qui va avoir un impact à cause des traitements, et même psychologiquement, les gens sont peut-être moins disponibles psychiquement à la sexualité quand on vient de leur apprendre qu'ils ont une leucémie, un cancer, enfin, etc., etc. Et ben, on adapte. Donc, ce qu'il faut, c'est garder le contact, quoi. Parce que sinon, c'est la double punition, hein. C'est-à-dire que non seulement on est malade, mais en plus, il y a le couple qui va commencer à merder parce qu'à un moment donné, le partenaire ou la partenaire peut dire, bon, là, j'en ai un peu marre, quoi. Ça fait 1 an qu'il ne s'est rien passé ou 6 mois. Bon, surtout les couples jeunes. Et après, je vais vous dire, s'il n'y a pas de sexualité et que personne n'est frustré, ce n'est pas grave. Vous voyez, mais à condition que personne soit frustré. Moi, j'ai entendu dire voilà, on s'adore, on s'aime bien, mais on n'a plus envie de faire l'amour. Est-ce qu'on est normaux? Bah ouais. Après tout, vous avez absolument le droit de ne plus avoir de sexualité si les deux sont d'accord et s'il n'y a pas de frustration d'une part ou de l'autre part. C'est la frustration qui va créer des problèmes. Très intéressant. Alors, il y a Soumeya, je crois qu'il voulait poser une question. Alors, je sais pas si... Il faudrait qu'elle mette son micro, Soumeya. Ouais, c'est ça. Soumeya, il faudrait que vous mettiez votre micro là parce qu'il est barré. Donc voilà. Bon, on va attendre un peu. Tant qu'elle arrive à se connecter. Mais j'avais juste une petite question. Justement, vous parliez de la frustration des deux. C'est vrai qu'on voit chez nos patients, finalement, c'est les patients qui ont souvent une période de libido pendant les traitements, pendant tout ça. Comment vous conseilleriez, vous parlez de communication encore, mais comment nous, on doit se comporter avec le partenaire, comment l'accompagner, comment lui expliquer un petit peu au partenaire comment ça va se passer, cette période de libido, comment il va falloir qu'il l'accompagne, et puis ensuite, comment le soutenir un peu dans cette étape, parce qu'on parle beaucoup du patient et il est très important, mais c'est vrai que le partenaire fait quand même partie de la vie du patient et aussi de la réussite des traitements. Donc, mais vous, quand vous dites comment nous, c'est en tant que médecin? Oui, en tant que médecin. D'accord. Alors, l'idéal, je trouve, c'est que en consultation, c'est quand les deux viennent. Mais quand la personne malade puisse être accompagnée de son compagnon ou de sa compagne. Ça, c'est vraiment l'idéal parce que là, vous pouvez vous adresser aussi à, bon, j'aime pas ce mot, mais c'est le mot qui est officiel, à l'aidant. Je trouve que c'est pas un très joli mot, mais c'est comme ça qu'on dit, les aidants. Bon, bref. Donc, vous pouvez vous adresser en tout cas au conjoint ou à la conjointe, c'est-à-dire lui dire, bon, voilà, vous allez traverser une période compliquée, il va falloir être patient, voilà ce qui risque de se passer, soyez à l'écoute, communiquez entre vous, mais bon, sur le plan de l'intimité, si vous n'avez pas envie d'employer le mot sexualité, moi je trouve qu'il faut être très cash, mais bon, moi c'est mon job, c'est pas le vôtre, donc je comprends que pour vous ce soit peut-être un petit peu plus compliqué. Donc sur le plan de l'intime, ça risque de poser des problèmes. Ce qui est très important de cette période-là, c'est au moins de garder le contact tactile. Le contact tactile, ce n'est pas forcément se rouler des pelles toute la journée, hein, mais c'est aussi se prendre la main, être enlacé dans les bras l'un de l'autre, vous voyez, le peau à peau, quoi. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on voit souvent, vous savez, des couples qui s'éloignent, mais qui s'éloignent physiquement. Mais donc, à force de s'éloigner physiquement, ils s'éloignent aussi psychiquement. Et alors, le problème aussi de la sexualité, c'est qu'au moins on l'a fait, au moins on a envie de faire. Et surtout les femmes, on s'habitue à ne plus avoir de sexualité. Vous voyez? Et là, ça devient vraiment très embêtant. Donc, moi, ce que je conseille pour la libido des femmes, et des hommes aussi d'ailleurs, mais je sais que c'est dur au début parce que d'abord, il y en a qui ne sont pas du tout habitués. Et puis, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie, c'est la masturbation. Je trouve que c'est un truc qui vraiment peut aider parce que d'abord, on est seul avec soi-même, donc on n'a pas peur ni d'avoir mal, ni de... Enfin, voilà. Ensuite, ça fait appel à ses fantasmes si on en a, j'espère. Sinon, il faut s'en créer. Les fantasmes, c'est les meilleurs amis de la sexualité. En plus, les fantasmes, même les plus trash du monde, on s'en fout, ça vous appartient, donc très bien.
Et surtout, ne pas se dire, il faut absolument que j'arrive à avoir mon orgasme ou éjaculer si c'est un homme. On s'en fout. Ça peut très bien ne pas marcher la première fois, ça marchera la deuxième, etc. Mais ne pas perdre ce rapport avec son corps. Vous voyez? Et parce que la sexualité va évoluer à cause de la maladie. Et donc, le fait que la masturbation peut aider à savoir vraiment là où ça fait du bien, alors que ça ne le faisait pas avant, là où ça fait plus de bien, alors que ça en faisait avant. Vous voyez, c'est une exploration, une réconciliation avec son corps. Et quand on commence par soi-même, après, c'est plus facile pour aller vers l'autre. C'est hyper intéressant. C'est assez Et même marrant. pour l'homme, et même, je dirais même, et surtout pour l'homme, parce que l'homme aussi, il a besoin quand même de renouveler un peu son métabolisme. Et bon, enfin, l'homme, il peut s'aider avec des médocs aussi s'il a des problèmes érectiles dus au traitement. C'est hyper intéressant parce qu'on tient exactement le même discours pour l'alimentation. En fait, souvent, les patients, je fais le parallèle parce que les patients avec les nausées, avec certaines chimiothérapies, ils altèrent leur odorat et donc ils altèrent leur goût. Et on dit aux patients, il faut tester de nouvelles choses parce que peut-être que ça, vous allez aimer maintenant. Et c'est vrai qu'en fait, on peut adapter ce même type de discours à la sexualité. C'est hyper intéressant. Ben oui, comme je disais, ça évolue. Ça évolue en fonction des événements. Et donc, il faut trouver. C'est peut-être une manière aussi d'explorer de nouvelles choses. Vous savez, la sexualité, il faut être curieux. En fait, bien sûr. Il ne faut pas hésiter, mais pour ça, il faut que ce soit quelque chose qui semble naturel. Alors bon, en hémato, vous avez affaire à une population jeune, donc peut-être plus je dis, enfin, peut-être, je dis bien. Ça dépend des services, mais oui. Ça dépend des services plus libérés, plus à même, plus cool. Ouais. Mais moi, je vois en oncologie, c'est plus compliqué parce qu'il y a des choses qui sont très ancrées quand même, où les patients, par exemple, quand je leur parle je sais rien, de fellation ou de masturbation, elles tombent de leur chaise, quoi. Bon, elles se rassiedent en disant, ouais, finalement, bon, peut-être, je vais peut-être essayer. Bon, on y va doucement, j'y vais doucement. Mais voilà, ou de CUNY, enfin bon, peu importe, c'est mon Dieu, mais quelle horreur. Et là, je leur dis pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. Ok, je suis d'accord avec vous, mais enfin, je suis d'accord, non, mais bon, comment dire, je respecte, voilà. Mais expliquez-moi juste pourquoi. Donc, il faut aussi éduquer, il y a toute une éducation. La sexualité, c'est un apprentissage. Ce qui est naturel, c'est la reproduction. La sexualité, c'est pas si naturel que ça, c'est un apprentissage. Donc, il y a toute une éducation parfois, pas toujours, mais parfois à faire, alors en plus avec la maladie, vous voyez, à refaire ou à faire même. C'est pas toujours facile. Puis, il faut respecter en fonction des religions, de la culture, etc., etc., etc. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en ligne de compte. Mais en fait, le but, c'est d'arriver à une sexualité peut-être pas idéale quand on a ce type de pathologie, mais satisfaisante et pour soi-même et pour le partenaire ou la partenaire. Je parle hétéro, mais c'est exactement pareil pour les homosexuels. On est bien d'accord. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Bien sûr. Je sais pas si Florian, tu voulais faire un commentaire tout à l'heure. Ouais, non, ce que je pensais, c'est que pour nos patients en hématologie, alors peut-être moins pour les lymphomes ou les myélomes, mais il y a quand même des hospitalisations assez prolongées, parfois dans des chambres à flux, où en fait on va créer, nous, la séparation. Nous, les hématologues, on crée la séparation avec le couple, on crée l'arrêt des contacts physiques entre les gens et leurs familles. Et c'est vrai qu'il y a après toute une période de réadaptation, de réappropriation d'un corps qu'ils ne connaissent plus quand même, parce qu'après une greffe de moelle, c'est vrai qu'il y a des transformations assez compliquées. Et il y a eu aussi peut-être une habitude, parfois c'est 4-6 semaines sous chambre à flux, où on se touche comme ça avec son partenaire, avec des gants. Enfin, il y a vraiment une espèce de psychose de l'infection et du risque infectieux qui est quand même... je pense que pour le coup, là, en tant qu'hématologue et de soignant, et les paramètres des services ont vraiment leur rôle à jouer aussi là-dessus. Il faut les rassurer. Voilà, sur la réassurance. Je pense qu'il y a un peu l'inverse qui se fait parce qu'on part de protocoles très, très lourds qui sont en train de s'alléger là depuis quelques années sur tous ces isolements. Mais c'est vrai qu'il y a encore parfois des discours où ah non, il ne faut surtout pas toucher votre patient, faut votre mère, votre femme, etc. Ou votre... Alors, ça je ne sais pas quels sont jusqu'à quel point il y a des risques. Moi, j'ai travaillé en hémato, j'ai fait mon premier stage en hématologie, donc je sais ces chambres où voilà, il faut s'habiller d'une certaine manière, bref.
où on parle par téléphone. Ouais, c'est ça. Et ça existe encore. terrible, Ça hein. existe encore à Mont-d'Or. Ah ouais, Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. il y a plein d'endroits où ça fait, quoi. Alors après, s'il y a un réel risque, on ne prend pas. Et comme on disait tout à l'heure, c'est la vie du patient qui est plus importante que tout, hein, donc on ne va pas prendre des risques voilà, de ce type-là. Mais si les risques ne sont pas, voilà, sont pas pires qu'autre chose, c'est à vous de les rassurer. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des croyances, je pense, quand même, de voilà, la part de certains soignants encore, de tous ces risques de contact physique, d'apport de germes extérieurs. Et c'est vrai que du coup, je pense que quand on vous a asséné voilà, pendant des semaines qu'il fallait surtout pas toucher l'autre, parce qu'il y avait un risque, je pense que ça laisse des séquelles. Une fois qu'ils sortent, qu'ils rentrent à la maison, on n'est plus là pour leur dire bon, allez-y. Oui, mais je crois qu'ils ont peut-être encore peur. Donc, il faut vraiment les rassurer là-dessus. Ouais. Alors dire, voilà, vous risquez rien. Mais vous savez, sans parler des matos, moi j'ai vu ça pendant le Covid. Hein. Oui. Il n'y avait plus de rapport parce qu'ils avaient peur à un moment donné, au secours. Quoi. Non, c'est à vous de les rassurer. Hein. C'est vraiment le rôle du médecin de dire, écoutez, il n'y a pas de souci, vous pouvez reprendre une activité intime, sexuelle, etc. C'est important. Après, bon, je ne sais pas quel est quand on est dans une chambre comme ça, quel est le niveau de libido du patient. Je ne suis pas sûre qu'elle soit extraordinaire. Mais si par hasard, il y avait encore une émergence, il n'y a que la masturbation. Là. Ça, voilà. Moi, c'est l'histoire que j'ai racontée dans le podcast. Hein. Si vous voulez écouter le podcast des anecdotes de l'AIH, c'est le patient juste avant sa greffe qui voulait être sûr qu'il soit encore capable d'avoir une érection et de se masturber. Et le seul truc, c'est qu'il a eu peur des germes. Du coup, il a utilisé de la solution hydroalcoolique pour se masturber. Waouh! Et donc, je pense que c'est un des meilleurs appels que j'ai reçus en garde en me disant faut venir voir le jeune qui vient de se masturber avec de la solution hydroalcoolique. Voilà, donc non, il y a encore un peu d'imagination, un peu de libido. Donc, mais il avait peur de ses propres germes, c'est ça? Ah, il avait peur en fait de mettre des germes qu'il aurait sur ses mains, sur ses organes génitaux. Donc, c'est vrai qu'il avait très bien retenu les consignes, ça, mais un peu trop. Donc on lui a dit. Donc c'est. Non, mais voilà, je pense que le problème, que je comprends parfaitement, vos problèmes à vous en tant que médecin, c'est que vous ne pouvez pas balayer tout l'éventail des problématiques. Vous voyez? Donc il y a des choses, vous n'allez pas y penser. Par exemple, vous n'allez pas penser à dire voilà, vous pouvez faire l'amour avec votre partenaire parce que finalement, voilà, tout va bien, il n'y a aucun risque. C'est des trucs qui ne vous viennent pas à l'esprit. Vous allez dire, j'en sais rien, moi. Prenez vos médicaments, vos traitements, votre machin, faites attention, n'allez pas dans le métro à 18h où il y a 12 milliards de personnes parce qu'il y a quand même, voilà, des trucs très, très, très généraux. Donc, du coup, eux, ils rentrent chez eux ou ils restent à l'hôpital, enfin, peu importe, avec des idées, mais totalement fabriquées par eux-mêmes, quoi. C'est ça, quand on voit maintenant, en plus avec la charge administrative, moi, des fois, je prends 30 minutes à expliquer les ordonnances de sortie du patient. Parce qu'il a 14 papiers, il faut qu'il aille à tel endroit, il faut qu'il récupère machin, ça c'est le bon de transport pour la prochaine fois, etc. Enfin, il y a un temps qui devient administratif et de charge mentale du patient qui doit retenir au moment de sa sortie. Oui. Et c'est vrai que du coup, ces questions-là, elles sortent un peu du cadre. Mais ce que vous pourriez peut-être faire, ce qui ne serait pas inintéressant, alors peut-être avec l'aide d'un oncosexologue ou d'une oncosexologue, oncopsychologue, etc., c'est un petit flyer. Hein. Ouais, c'est ce que je pensais en fait. Oui, un petit flyer, une petite brochure, une brochure c'est peut-être un peu long, mais un petit flyer, voilà ce que vous avez le droit de faire. Enfin, vous voyez, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas contagieux, vous ne risquez pas de, je sais pas quoi, des germes, enfin bref, un petit flyer que vous donnez aux patients pour qu'ils soient rassurés, quoi. Et vous, ça vous fait pas perdre de temps à essayer de vous prendre la tête en demandant si vous avez bien répondu, c'est ça. Bien tout expliqué. Voilà. Non, c'est vrai que ça serait intéressant. Je me souviens plus très bien parce qu'on a des guides par exemple pour les greffes. Ouais. Il y en a. Après, c'est surtout alimentation, règles d'hygiène. C'est vrai qu'il y a. Oui, mais la sexualité, c'est partie des soins de support aussi. C'est ça. Vrai qu'on regarde. C'est un peu les seuls. En fait, en post-allogreffe, c'est un peu les seuls patients qui doivent encore faire attention à certaines choses quand ils sont à la maison et sur l'alimentation et sur certaines règles. C'est vrai que les autres, quand ils sont à la maison, on leur dit qu'il faut vivre normalement. Ouais. Donc, voilà, alors, et pour le patient, et pour le conjoint ou la conjointe, vous voyez, voilà, pour que ce soit un peu rassurant, parce que sinon, ils s'auto-interdisent plein de trucs, quoi. Ça serait, alors qu'il n'y a aucune raison au monde. Alors déjà, comme je vous dis, puis c'est tellement important. Moi, je me dis, c'est des moments qui sont tellement difficiles quand même à vivre.
que pouvoir se retrouver dans les bras de l'autre, se sentir aimé, toujours séduisant ou séduisante dans les yeux du conjoint, ça renarcissise, ça rassure. Donc, s'ils se l'interdisent parce qu'ils ont peur voilà, de choses qui se sont mis dans la tête, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Faudrait réfléchir à ça. C'est vrai que pour les patients, en fait, on leur dit vous pouvez vivre normalement, mais ils vont pas penser à ça, ils vont se faire leur propre idée dans leur coin. Non, ce sera quelque chose à évaluer, hein, comme le reste. Je pense que ce serait des choses à évaluer, oui. Un petit flyers, on ne vous demande pas un annuaire, hein, mais un petit truc recto verso, un pour le patient, un pour ou la conjointe. Ouais, ça. Je pense que ce ne serait pas inutile parce qu'effectivement, il y a pour l'alimentation, il y a pour l'activité physique, il y a pour plein de trucs. Et la sexualité, elle est toujours zappée. Enfin, pas toujours, mais souvent. Ouais, ils ne sont pas mis en tête de file, c'est sûr. Non, mais je comprends. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand même, il faut en parler. Non, bien sûr. Moi, je suis totalement d'accord. Je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà vu un support où on parlait de ça? Je n'ai pas l'impression. Après, ce qui est quand même important en tant que médecin aussi, c'est de leur dire que bon, si par hasard, comme je vous dis tout à l'heure, c'est de prévenir en amont qu'il peut y avoir des soucis. Mais si le patient vous dit, voilà, de lui-même, j'ai des soucis, des dyspareunies, donc c'est-à-dire des douleurs à la pénétration terrible, assèchements vaginaux, etc., il y a des choses à faire. Il y a de la kinésithérapie sexuelle, il y a des kinés qui sont spécialisés en sexologie, il y a du laser éventuellement, ça c'est mon dernier recours. Bon, le problème c'est le coût, c'est toujours un peu cher ces trucs-là. Mais avant d'en arriver là, il y a des gélules, il y a des... Bon, en plus, ils peuvent prendre des trucs à base d'hormones, je suppose, c'est pas comme en cancer du sein où c'est un peu touchy. Est-ce que c'est touchy aussi en hémato? Je sais pas. Non, normalement, enfin... Après, je parle de mon expérience, je n'ai pas eu de contre-indication à ça. Voilà, donc il y a des gélules à base d'hormones qui sont... Alors encore une fois, il n'y a pas de traitement miracle, hein, je le répète, c'est pas peine de donner des faux espoirs. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent aider. Pour les hommes, il y a les IP2/5, donc c'est Viagra, Cialis, etc. Bon, après, il y a les injections intracaverneuses si vraiment ça ne marche pas. Et puis après, bon, voilà, on peut aller même jusqu'aux implants. Mais enfin, disons, on va pas, sans aller jusque-là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ouais, c'est vrai que entre les gynécologues spécialisés, aussi les andrologues, j'avais écouté il y a pas longtemps un podcast là-dessus, c'est vrai que j'avais pas connaissance aussi de toute cette partie. J'ai des coordonnées d'andrologues qui sont vraiment top. Hein. Urologue, andrologue, gynécologue, kiné. Voilà, il y a des spécialistes quand même de ça, donc il ne faut pas s'en priver quand même, vous voyez, c'est dommage. Après, il y a aussi tout, ça a un coût, hein, parce que je pense pas qu'une bonne partie de ces prestations ne sont pas remboursées en dehors de... Les médecins sont remboursés, hein. Oui, les médecins, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si la kiné, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Je sais que peut-être qu'il y a peut-être des dépassements d'honoraires, il y a peut-être une partie qui est remboursée. D'accord. Non, il y a des choses qui ne sont pas remboursées. Par exemple, le laser, ça coûte entre 200 et 300 euros la séance. Il en faut 3-4 pour que ça marche. Ce n'est pas remboursé. Il y a quelques hôpitaux qui en ont chez eux, mais c'est réservé à leurs patients, quoi. Mais on essaye, hein, on se bat pour que ce soit remboursé. Bien sûr. Comme je disais, ça fait partie oui. des critères de traitement, c'est pas un luxe. Hein. Bien sûr. Il faut aussi, faut pas partir dans ce genre de considération en disant ça va être trop cher pour le patient. Il y a toujours moyen de trouver des. Ah non, mais moi je leur en parle toujours. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais je leur dis que ça existe, oui. Très bien. Alors, Souema, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que. Voilà, son micro est coupé. Il faudrait qu'elle ou elle, je suppose que c'est une madame, enfin, il ouvre son micro, ce serait. Voilà. Ouais. Mais bon. Malheureusement, la question restera. Parce qu'elle n'a pas envoyé un message. Je ne sais pas pourquoi elle lève la main. Bon, bah. On va toujours envoyer un mail au cas où. Je ne sais pas si Florian, Caroline, Julie, vous avez un commentaire. Non, peut-être juste de dire. Oh, excuse-moi, Caroline, vas-y. Pardon, non, c'était juste pour complimenter. Je disais juste que c'était super d'avoir fait
ce type de topo. Et c'est bien de pouvoir en parler. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Ben oui, mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est en parler naturellement. Moi, je dis toujours à mes patients, mais vous savez, qui sont un peu, comment dire, un peu frileux avec le sujet, je leur dis, mais en fait, si vous réfléchissez bien, chaque personne dans la rue, dans le monde entier, et depuis des milliers d'années, c'est un acte sexuel. Bon, à part les bébés éprouvettes, mais enfin, c'est quand même la minorité. Voilà. Alors, ok, c'est pas la sexualité, comme je disais tout à l'heure, c'est la reproduction, mais n'empêche que c'est quand même un acte sexuel. Donc, vous savez, il y a deux choses dans nos civilisations judéo-chrétiennes qui sont tabous, alors que c'est les choses les plus partagées au monde, c'est la sexualité et la mort. C'est les deux trucs, alors que normalement tout le monde meurt. Et tout le monde, j'allais être vulgaire, tout le monde a une sexualité, voilà, a eu au moins un rapport sexuel une fois dans sa vie. Et ça c'est les deux trucs les plus tabous, on n'en parle pas, ça se fait pas, ça fait peur, on dit, enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est dommage, parce qu'en plus, la sexualité, bon, la mort, c'est moins marrant, certes, mais la sexualité, ça ne doit pas être un truc super sérieux, en plus, vous voyez, c'est sympa. Il faut s'amuser avec la sexualité, ça peut être un jeu. Dès qu'on parle de sexualité, tout le monde est hyper sérieux et tout. Hein. Non, mais non, mais... Parce que c'est vrai, pour en avoir discuté avec beaucoup de mes collègues internes, et puis beaucoup avec PE ou quoi, c'est vrai que par exemple, nous avec PE, on n'est pas trop gênés d'en parler. En tout cas, moi, je me sens pas du tout gênée à partir du moment où j'y vais frontalement, j'en parle. Il n'y a que comme vite. ça où vous aurez du répondant de notre côté. Oui, hein. c'est ça. Et puis surtout, par exemple, chez les jeunes, particulièrement à l'AJA, où on fait énormément de sécos, on en parle assez frontalement et finalement, ça passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de co-internes qui ont du mal, qui se sentent très mal à l'aise par rapport à ça. Mais alors, c'est qu'ils ont un problème avec leur sexualité. C'est souvent ça. J'ai pas... Je suis désolée, mais c'est souvent le cas. Ouais. Je ne dis pas que alors, c'est toujours donne le des cas. noms, Julie, maintenant. non, mais je ne dis pas que c'est souvent le cas, mais que c'est toujours le cas, pardon, mais c'est souvent le cas. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Il y a quelque chose qui bloque et que. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Qu'ils ne sont pas à l'aise pour parler de ça Après, assez ouvertement. Quoi. C'est pas forcément à eux d'en parler, mais de pouvoir référer le patient à quelqu'un d'autre. C'est déjà pas mal, je trouve. Au moins l'évoquer, s'ils n'en parlent pas, au moins l'évoquer. Après, c'est vrai qu'on dit référer. C'est vrai que je pense que ce serait agréable d'avoir quelqu'un sur qui compter dans ces cas-là, parce que voilà, on en parlait la dernière fois où moi, interne de premier semestre, je me suis retrouvée face à un homme beaucoup plus âgé qui me parlait très vite de ses problèmes de sexualité. Et en fait, même si j'étais assez à l'aise avec ça, j'avais pas de... Voilà, je ne savais pas quoi en faire. Surtout dans les premiers semestres où on n'a pas forcément énormément de backup, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut engendrer, on ne sait pas comment le régler le souci. Et c'est vrai que ce serait vraiment agréable parce que même nos chefs, moi j'ai essayé de me référer à certains chefs qui ne savaient pas non plus répondre. Oui, c'est ça. Après, il y a les psychologues quand même du service qui peuvent aider, même s'ils ne sont pas. Elles ne sont pas forcément formées à ça non plus. Oui. Voilà, c'est ça, mais qui peuvent un peu donner des clés. Ouais, oui. C'est sûr qu'après, on peut être vite dépassé par certaines situations, mais qui restent quand même assez minoritaires, je pense. Oui. Après, si vous avez le temps, allez faire un DU de sexo, c'est vachement bien. Alors, on fera la publicité dans les prochaines newsletters de l'association, il n'y a pas de souci. C'est vrai, hein, ça prend une soirée par semaine. Bon, ça dure 3 ans, c'est un peu galère, mais enfin, ça prend une soirée par semaine. Ouais. C'est assez lourd. Hein. C'est un gros livre. Vous savez, il y a beaucoup de médical, donc je pense qu'il y a déjà toute une partie que vous allez très bien connaître. Moi, j'ai un peu galéré sur la partie médicale, mais il y a beaucoup de médical. En fait, la sexualité, c'est 2 choses. Soit c'est médical, soit c'est psychologique, soit c'est les deux. L'un entraînant l'autre. C'est rien d'autre. Les problèmes sexuels, soit des problèmes médicaux, parce que voilà, soit des problèmes psy. D'ailleurs, en fait, sexologue, excusez-moi, je veux dire, sexologue, ça ne veut rien dire. C'est un titre qui n'existe pas encore. Il n'est pas reconnu. Il faut le mettre à côté de quelque chose. Moi, je suis... Alors, je mets oncosexologue parce que sinon, c'est trop long. Mais normalement, je suis oncopsychosexologue. Donc, c'est un peu long. Mais je suis psychosexologue, on va dire.
Il y a des urologues sexologues, il y a des hématosexologues, peut-être, je ne sais pas. Il y a des gynécologues sexologues, il y a des, vous voyez ce que je veux dire, des généralistes sexologues, des psychiatres sexologues, etc., etc. Il faut toujours que ce soit collé à quelque chose. Si quelqu'un vous dit un jour, je suis sexologue, et c'est tout, parce que, voilà, je fais une petite formation, faites attention. Ok. Si c'est juste un stage dans le Larzac avec des moutons tous à poil, c'est pas ça la sexo. Hein. Un petit passage au Cap d'Agde. C'est vachement plus compliqué. Et il y a une partie qui est très médicale. D'accord. Bon, non, mais s'il y aura peut-être quelqu'un de motivé dans l'Assemblée pour faire ce type de livre, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ah, mais non, mais oui, c'est vraiment intéressant. Ça prend quoi? 3 heures par semaine le soir, une fois par semaine, plus un week. La dernière année, c'est des week-ends, c'est un week-end par mois ou un machin comme ça. Il faut faire un petit mémoire à la fin. Il y a des examens à chaque fin d'année, mais je vous dis, il y a une grande partie médicale. C'est franchement. Ça ira bien avec ma thèse de sciences de 3 ans, je vais avoir le temps de faire ça. Non, mais ça vaut le coup. Alors, peut-être pas maintenant, mais ça vaut le coup. Moi, non, mais je suis. Pas mal de médecins à mon cours. Il y en avait pas mal, hein, il y en avait beaucoup. Des urologues, des gynécos. Ça, c'est sûr qu'on a tout à apprendre. Après, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même chargé. Ça montre que c'est vaste. C'est vaste. Bah oui, je sais bien. Mais franchement, ça vaut le coup. Enfin, c'est pour vous que je dis ça. Hein. Bien sûr. Ah non, mais complètement. On est totalement d'accord. C'est même pas pour le patient, parce que le patient, à la limite, vous pouvez toujours dire, bah, écoutez, j'en sais rien, je vous dirige. Mais c'est sympa de pouvoir aussi répondre à un patient, quoi. Non, et puis, déjà, voilà, c'est de ce que disait aussi Julie tout à l'heure, c'est on se retrouve parfois un peu submergé et on repart sur le côté, par exemple, de dire ah, c'est bien, mais votre maladie du sang, elle va mieux. Ça, c'est important. Et un peu chanter la question. Mais oui, mais si vous êtes gêné, vous savez, le problème, c'est que si vous êtes gêné avec ça, le patient, il va être gêné aussi. Bah, bien sûr. Et je pense qu'il faut avoir si on est très cash, le patient, il y va. Quoi. Il se dit, bon, bah, ok, je peux en parler. Faut essayer d'être cash et si on ne sait pas répondre, le dire et essayer d'orienter vers quelqu'un qui pourrait répondre. Oui, mais c'est bien. Et puis surtout dire, écoutez, vous avez tout à fait raison de poser la question, c'est tout à fait légitime et c'est super important. Bon, moi, je ne suis pas formée pour ça, mais voilà, je vous dirige vers un tel ou une telle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas dire, oh, bah, écoutez, à propos, ça va beaucoup mieux votre leucémie. Non, là, on ne peut pas faire ça. Mais je pense qu'il y a un côté qui nous serait vraiment bénéfique à être beaucoup plus à l'aise avec ça. Parce que on a aussi, on parlait des complications infectieuses ou des choses comme ça, des complications infectieuses au niveau du périnée, des choses comme ça qu'on découvre peut-être un petit peu trop tard parce que il y a cette gêne venant du patient qui n'ose pas nous dire j'ai mal là, je commence à être un peu rouge là ou par exemple. Et je pense que si on était plus à l'aise dès le départ, si on était un peu plus cash et que le patient avait cette confiance entre guillemets avec nous, ça nous permettrait d'être parfois un petit peu plus en avance sur des complications liées à l'hématologie, liées au traitement et hors sexualité. Mais je pense que on y gagnerait à être là, ce dont vous venez de parler, c'est quand même très médical. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, rien ne vous empêche, si ça vous pose problème, de dire est-ce que les traitements ont un impact sur vos parties génitales? Point. Oui. C'est médical, ça. Oui, non, mais complètement. Voilà. Est-ce que vous commencez par autre chose? Vous dites alors, la peau, ça va, le machin, vous grattez pas. Moi, je sais pas, je sais qu'il y a des leucémies, on se gratte, paraît-il. Enfin, je sais pas, je connais pas très bien l'hématologie, mais etc. La vue, ça va, vous n'avez pas de problème auditif, de vision, etc. Les parties génitales, il n'y a pas de. Oui, mais ils disent oui, quoi. C'est ça dans oui, quoi. Ouais, voilà, et là, c'est vraiment un médecin qui parle. Vous allez pas, c'est pas comme si vous disiez avec votre partenaire comment ça se passe au pieu. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais oui. Mais je parle de peut-être justement savoir poser ces questions, de se dire est-ce que ça se passe bien au pieu, mais de se dire que en établissant un peu cette confiance, on peut arriver. C'était un peu pour mes co-internes ou voilà, de se dire que on y gagnerait, on y gagne dans tous les cas à avoir plus de
de facilité à parler de ces choses-là avec nos patients, quoi. Mais si vous dites, par exemple, est-ce que c'est un impact sur les parties génitales, ça va? Est-ce que là, vous pouvez quand même ouvrir une brèche? Parce que si, par exemple, il y a des assèchements, là, la personne va vous dire, ah ben non, mais justement, puisque vous me demandez, je saigne, ou c'est très sec, ou ça me gratte, ou c'est rouge, j'en sais rien. Des fois, ils disent pas trop, mais c'est vrai que bon, on peut toujours tendre une perche. Il faut demander naturellement, vous voyez. Il faut que vous soyez à l'aise. Ça s'apprend, je ne sais pas, mettez-vous devant votre glace et répétez 10 000 fois. Et alors, non, mais sérieux, il faut être à l'aise, quoi. Il n'y a rien de... Vous savez, ça fait partie du corps humain, c'est votre métier. Complètement. Voilà, tout à fait. Ça fait partie du corps humain. C'est exactement... Enfin, en fait, on a la même problématique, mais c'est vrai qu'on ne s'entraîne pas. C'est par exemple quand on demande aux patients ce qu'ils fument et ce qu'ils boivent. Quand on est jeune étudiant, ils nous déclarent une certaine somme, et quand on prend un peu de bouteille, on arrive à avoir une déclaration qui est un peu plus vraie. Et je pense qu'en fait, il faudrait qu'on ait le même type d'apprentissage et de discours et de spontanéité sur ces prises. Parce que moi, ça me faisait toujours rire. Est-ce que sur le plan intime, ça a changé quelque chose? Point. Là, vous ne prononcez pas le mot sexe. Tout va bien. C'est tout. Sur le plan intime, est-ce que ça a changé quelque chose? Bien sûr. Mais si vous dites, ah bah oui, justement, il faut que je vous en parle et qu'il y en a pour 1 heure, là, vous allez être embêté parce que vous n'allez pas savoir quoi lui répondre. Mais en revanche, vous pouvez dire, bon, bah écoutez, très bien, je comprends, je vais vous diriger vers quelqu'un qui peut vous aider, alors soit gynéco, soit urologue, soit sexologue, soit psychosexologue, soit ce que vous voulez, oui, mais quelqu'un qui connaisse et les matos et la sexo, ça c'est important quand même, les deux. Alors qu'on trouve des référents. Oui, je pense qu'il va... Déjà. Peut-être qu'il va falloir qu'on trouve des références pour nous aider aussi à faire les petits oui, il faut un petit annuaire. C'est ça. Ouais, je trouve une idée intéressante. Oui. Mais il y en a. Hein. Moi, je sais que mes profs, quand j'ai fait mon DU, il y avait des urologues, il y avait des gynécos, il y avait des andrologues. Bon, et ils sont tous sexologues. Et voilà. Donc, ça existe. Oui. Ça, je pourrais après en off. Oui, bien sûr, on évidemment. va toujours en discuter. Oui, complètement. On va peut-être, je sais pas, il est 21h41. On va peut-être à conclure. Après ce débat, il est hyper intéressant. Ouais, franchement, c'était vraiment très intéressant et je pense que, comme vous dites, on a vraiment gagné d'être plus à l'aise, d'en entendre parler, d'avoir aussi des clés à utiliser dans notre pratique de tous les jours et que c'est vraiment, en tout cas, à vous entendre, on a envie d'être à l'aise. Mais posez-vous la question, je crois qu'il y a une question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi je ne suis pas à l'aise? Moi, ça va, mais du coup... on va pas très bien dormir, je pense, tous ce soir. C'est ça. Question existentielle pour ce soir. On va pas très bien dormir ce soir. Mais pourquoi ça vous pose problème de poser des questions d'ordre de l'intimité? Moi aussi, je vais finir par plus être à l'aise avec vous. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que franchement, vous êtes médecin, ça fait partie de la médecine. Peut-être, oui, du coup, on va y penser et puis on refera peut-être un autre webinaire pour débriefer. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous de m'avoir vraiment génial. Et je pense que c'est très intéressant pour tous nos pairs, quoi. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si Pierre-Édouard ou Caroline avaient des choses à dire. Non, c'est tout bon. Voilà, merci à tout le monde. Caroline, elle a l'air super choquée. Plus rien. Comment? Je ne dis plus rien. C'est ça. On va réfléchir cette nuit. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée à vous et merci à vous. Merci Pierre-Édouard. Merci pour l'organisation, c'était chouette. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Florian. Au revoir. Merci Florian pour ce bel exposé. Je vais essayer de décoder, j'ai pris des notes. C'était peut-être un peu difficile pour une première. C'est ça. Une entrée en matière de l'hématologie, effectivement. C'est ça, voilà. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous.